Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct et rediffusée à partir de 20h sur Bismart TV. Au sommaire de cette édition ce soir, la parenthèse estivale est bel et bien refermée de manière un peu brutale puisqu'on accuse une troisième semaine de baisse consécutive sur les indices boursiers, notamment en Europe, qui sous-performent le marché américain sur les 2 mois d'été, juillet et août, et c'est vrai qu'on a retracé quasiment 50% de la hausse enregistrée entre le début du mois de juillet et la mi-août sur ces indices européens, avec un CAC 40 sous les 6200 points ce soir. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Pauline Gratel. On a également un changement d'ambiance sur le marché obligataire avec un été qui s'est joué en 2 temps. Le mois de juillet a été un mois très profitable pour les obligataires avec une baisse des taux substantielle puisqu'on a vu un 10 ans américain qui retombait à 2,50, un 10 ans allemand qui était repassé sous 1% à la fin du mois de juillet, et puis le mois d'août, notamment pour l'obligataire en Europe, a été un mois de carnage, on peut le dire comme ça. Ça a été même peut-être le pire mois de l'histoire des marchés obligataires en Europe, avec une baisse de plus de 5% pour un indice agrégé qui reprend l'obligataire de bonne qualité, que ce soit en matière souveraine ou sur la partie corporate. On a vu ainsi le 10 ans allemand repasser de 0,80 début août à 1,50, 1,55 au moment où on se parle, à une semaine de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne qui verra peut-être une hausse de taux historique après celle de 50 points de base, de 75 points de base. En tout cas, le cas est ouvert pour une hausse de cette ampleur la semaine prochaine du côté de Francfort. Nous parlerons évidemment de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, focus spécifique sur le compartiment des petites et moyennes capitalisations boursières. Que retenir de l'été des small caps et puis de la dynamique à attendre sur ce marché, notamment en matière d'opérations primaires. Où en est-on? Est-ce que le marché est complètement gelé du côté des opérations sur capital, des introductions en bourse? Le M&A également qui a été un peu suspendu pendant l'été. Est-ce que ces opérations vont pouvoir repartir? Est-ce que la fenêtre de tir est encore là? Nous en parlerons avec les spécialistes de Portzamparc et Vincent Le San, directeur général adjoint de Portzamparc, qui sera avec nous à distance à partir de 17h45. Et cette dernière séance du mois d'août se termine sur une baisse de plus de 1% pour les indices en Europe et pour le CAC 40, un mois d'août qui aurait été finalement un mois négatif après le rallye du mois de juillet. Les infos clés de cette dernière séance du mois avec Pauline Gratel. Cet après-midi, le record d'inflation en zone euro pèse lourdement sur le CAC, alors même que les chiffres de l'inflation avaient favorablement surpris ce matin en France, avec 6,5% sur un an, contre 6,8% en juillet et 6,7% anticipé. Même constat hors alimentation et énergie, l'inflation ressortant à 4,3% contre 4,1% attendu et 4% le mois précédent. C'est notamment la première fois que les prix de l'alimentation, alcool et tabac montent de plus de 10%. Cette dernière séance du mois d'août est donc rythmée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, dont la publication de l'inflation en zone euro, qui s'élève désormais à 9,1%, prévue à 9% par le consensus Bloomberg, sur un an en août. Comme en Allemagne avec 8,8% hier, ces chiffres mettent en évidence une nouvelle accélération des prix à la consommation. La tendance est également plombée par la baisse de plus de 3% de Total Energy, sous le coup d'une nouvelle chute des cours de pétrole à moins de $100 le baril de Brent. Outre-Atlantique, les créations d'emplois dans le secteur privé ont été publiées par le cabinet ADP. 132 000 créations donc aux États-Unis en août. C'est 2 fois moins que prévu, car selon le consensus, il en était prévu 300 000. En juillet, 270 000 postes avaient été créés. Du côté des valeurs, une autre info pour Total Energy qui annonce le démarrage demain, le 1er septembre, de son programme massif de réduction des prix des carburants, en France qui concerne près de 3500 stations-service.
À noter aussi la forte baisse de Biomérieux malgré un ajustement à la hausse des prévisions annuelles. La messagerie Snapchat est sur le point de supprimer environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1200 employés sur les 6400 que compte le groupe, selon le site spécialisé The Verge. Sa valeur reste à surveiller. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Pauline Gratel qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de 4 Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce démarrage de la saison 3 de Smart Bourse. On a démarré il y a quelques jours, mais on est encore dans cette phase de rentrée où on va pouvoir se raconter nos vacances. Franck Dixpier est avec nous, directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Et Nicolas Forest nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bon. Parole aux obligataires, c'est quand même un marché de référence sous tension aujourd'hui avec les questions d'inflation et de politique monétaire. Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs le plus surpris dans les mouvements obligataires de cet été, si on prend juillet et août comme référence, Franck? Est-ce que c'est le mois de juillet où on a vu un rallye obligataire généralisé aux États-Unis et en Europe? Le 10 ans américain passait de 3% à 2,50 à la fin du mois de juillet. Le 10 ans allemand passait de 1,25, 1,30 à 0,80 au plus bas à la fin du mois de juillet. Et puis à l'inverse, on a eu un effet miroir, je vais dire, au mois d'août, avec un 10 ans allemand là, qui est repassé de 0,80 à 1,55. J'ai lu que c'était un des pires mois pour les marchés obligataires dans l'histoire européenne et de la zone euro, de ce point de vue-là. Et puis le 10 ans américain, avec un mouvement d'une ampleur un peu plus contenue, mais qui est repassé de 2,50 à 3,15 au moment où on se parle. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant dans ces mouvements de marché ? Je dirais incontestablement cette espèce d'optimisme très wishful thinking du mois de juillet, où les marchés ont fait totalement fausse route. En fait, ils ont interprété un chiffre d'inflation aux États-Unis qui était un peu moins fort que le chiffre précédent. Ils ont surinterprété une communication, c'est vrai, pas extrêmement précise de la Fed, dans un contexte où la forward guidance, donc cette capacité des banques centrales à guider les investisseurs dans leur choix d'investissement, est extrêmement affaiblie. Extrêmement affaibli parce que les deux derniers mouvements qu'on a eus sur les taux d'intérêt, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, ont été des mouvements qui ont surpris à la hausse par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc il y avait un manque de repères généralisé dans les marchés, et ça manquait un peu de boussole, et une espèce d'optimisme qui est venu sur l'idée que la Fed, après donc 2 hausses de taux extrêmement importantes, de 2 fois 75 BP, était pratiquement à l'objectif et allait en 2023 baisser ses taux. Alors au maximum d'optimisme, on a eu quand même 75 BP d'anticipé, de baisse des taux en 2023. Alors ça nous paraissait mais totalement aberrant. Alors on n'était pas du tout positionné dans ce sens-là, ça faisait mal un peu tous les jours. Et tous les jours, on se posait la question, est-ce qu'on coupe nos positions? Est-ce qu'on se remet plus neutre? À un moment, ça soulève des interrogations. Je pense que ces rachats de short ont aussi alimenté la hausse des marchés. Et quand, si vous voulez, on a vu ce 2 ans allemand à 25 BP, 2 ans allemand à 25 BP. Le taux court allemand, le corrélé au taux de la BCE. Là, pour nous, c'était vraiment le catalyseur. On s'est dit, ce n'est pas possible. Là, les marchés font totalement fausse route. Et donc, on a accru nos shorts. Donc, la correction qu'on voit au mois d'août est une correction pour nous absolument sans surprise. Les marchés intègrent le fait que les banques centrales vont rattraper leur retard. Il y a un retard accumulé qui est sans précédent. On n'a jamais vu ça. Des banques centrales qui ratent le train à ce point-là, c'est quand même assez extraordinaire. Rappelons-nous qu'en juin dernier, la BCE continuait à acheter des titres dans le marché, alors que les taux étaient encore à moins 0,50. En mars dernier, la Fed achetait encore des titres dans le marché. Donc on est sur une espèce de rattrapage. Là, le marché commence à comprendre qu'on est sur un mouvement de front-loading des hausses de taux. Ça va aller très vite et très fort. Parce que je pense que tout le monde a compris maintenant que pour les banques centrales, il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui à en faire plus qu'à en faire moins. Parce que le gros danger, c'est ce qu'on a vu au mois d'avril, à la fin du premier trimestre, début du second trimestre, notamment en zone euro, ce désancrage des anticipations d'inflation. Ça, c'est un danger terrible, parce que ça peut nourrir une hausse très latérale des prix. Donc ce n'est pas le cas, parce que justement, je pense que cette correction obligataire est extrêmement saine. On recalibre les anticipations de hausse de taux des banques centrales sur des niveaux élevés, mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin.
Les marchés anticipent moins de 3,75 comme taux terminal de la Fed. Ouais. Ce sera peut-être 4 C'est plus. peut-être 4, c'est peut-être 4,5. C'est un débat qui n'est pas encore tranché, Non, cette histoire de c'est taux absolument pas terminal. tranché. Donc, il y a encore Il y a la place. vitesse à laquelle on y va, mais il y a le taux terminal en tant que tel qui est un sujet encore. Exactement. Et la maladresse aussi de Powell qui parle de taux neutre à 2,5, non, en fait, on n'en sait rien. Non, mais c'est une référence consensuelle que tout le monde a en tête, je suis d'accord. Oui, mais c'est un faux ami, si vous voulez. Ça ne vous guide pas dans l'investissement. Ça ne veut rien dire, en fait. Parce qu'on est aussi dans un contexte d'incertitude totale. Les banques centrales ont admis le fait qu'elles n'ont pas su prévoir l'inflation. On va avoir une mise à jour des scénarios en septembre, ça va être assez intéressant. Donc la BCE commence la semaine prochaine. On va voir si elles ont tiré quelques conclusions quand même des évolutions récentes. Mais c'est un peu une bouteille d'encre. On ne sait pas exactement où va l'inflation, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va durer certainement plus longtemps qu'on ne l'anticipait. D'accord. Et donc la petite piqûre de rappel de Jérôme Powell à Jackson Hole la semaine dernière était quand même nécessaire. Parce que quand même, du point de vue de la Fed, après 225 points de base de hausse de taux jusqu'à présent, si je dis 250. pas de 250, 2 fois 75, historique, quelque chose qu'on n'anticipait absolument pas. C'était légitime de se dire, à un moment, on voit des indicateurs d'activité économique avancés qui commencent à ralentir, on voit des prix à la pompe qui commencent à baisser de manière quand même significative aux États-Unis. Le marché, sans être complètement complaisant, pouvait se dire, effectivement, peut-être qu'on arrive à un point pivot où il sera légitime de réduire un petit peu le rythme du resserrement monétaire. Je traduis un peu l'espoir, effectivement, qu'on a eu cet été. Et c'était important que Jérôme Powell recadre les choses en disant non, c'est certainement pas terminé maintenant. Non, c'est pas terminé parce que l'inflation se diffuse. Alors, le rythme de diffusion, c'est vrai qu'on l'observe plutôt ex post. Donc, on regarde de très près le PCI, donc le déflateur de la consommation des ménages aux États-Unis. Le dernier chiffre était en juin, 4,7%. Pour le core PCI, c'est très élevé. C'est très élevé parce qu'aux États-Unis, on a quand même une croissance des salaires. Et donc, le but, c'est casser la croissance pour peser sur l'emploi, pour enrayer cette spirale inflationniste sur les salaires. Et donc ça, c'est l'agenda des banques centrales. C'est beaucoup plus vrai pour la Fed que ça ne l'est pour la BCE, mais plus l'inflation s'installe sur des niveaux, plus on a cette diffusion des prix. On a du mal, Nicolas, à se défaire de cet espoir du pivot dovish. Il y aura un moment un pivot, enfin je veux dire, on ne va pas monter les taux éternellement, donc ce pivot, il arrivera à un moment ou à un autre, donc le marché est quand même légitime d'en discuter. Et c'est vrai qu'après chaque jumbo hike, chaque hausse de taux spectaculaire, on repose le sujet sur la table en se disant cette fois peut-être que ça y est, cette fois peut-être que le pic inflation est dépassé. Visiblement, encore une fois, on se trompe à chaque fois à présent avec cet espoir et ce narratif. Oui, je reprendrai ce qui a été dit. On se trompe comme les banques centrales se trompent. Quand je dis on, c'est oui. Et vous le avez consensus de vous marché. avez raison de parler de la forward guidance. Je voudrais revenir juste sur l'épisode de juillet parce qu'en effet, je crois qu'il a surpris tout le monde. Vous avez bien décrit ce qui s'est passé. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est que après cette hausse de la BCE qui a été un peu plus forte qu'attendue, finalement, ils ont fait les 50 points, ça a été le moment où les investisseurs sont revenus. Et donc, il y a un espoir, en fait, des investisseurs. Je trouve ça intéressant parce que ça montre quand même que quand le positionnement est extrême, les investisseurs sont prêts à revenir. Donc, de ce point de vue-là, peut-être une leçon intéressante à retenir. S'il y a des nouvelles actions fortes des banques centrales, peut-être que ça peut être un élément où vraiment temporairement, on peut avoir les classes d'actifs risqués qui performent un petit peu plus. Et pour le reste, en effet, je rejoins sur la forward guidance, c'était pas très clair. Et en effet, Jay Powell, ici, a clarifié le débat. Il y a 3 points. La Fed est responsable, avant tout, de gérer l'inflation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les anticipations d'inflation, ça a un rôle et qu'il faut éviter qu'elles dérapent. Et le troisième point, c'est qu'en effet, on est prêt à le faire quoi qu'il en coûte, y compris si le taux de chômage monte. La récession ne nous arrêtera pas. Voilà. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que depuis Jackson Hole, en réalité, les taux, vous avez décrit, c'est horrible pour l'investisseur obligataire. Welcome back, ceux qui n'étaient pas là en août. En réalité, c'est pas horrible pour l'investisseur obligataire américain tellement. Non. Puisque depuis Jackson Hole, les taux longs américains n'ont pas beaucoup bougé. Non. Donc ce qu'on voit plutôt, c'est un rattrapage de la hausse des taux européens vis-à-vis des taux américains. Et me semble-t-il, ce qui va être très important, c'est de suivre évidemment la Banque Centrale Européenne, ainsi que la Banque du Japon la semaine prochaine. Finalement, du côté de la Fed, il continue de frapper fort. C'est vrai que c'était exagéré d'anticiper des baisses en 2023. Pour autant, on n'a pas non plus un dérapage
du côté américain, un dérapage obligataire américain. C'est du côté européen que ça se joue aujourd'hui. C'est du côté européen qu'on va regarder les choses dans les prochains jours. Bon, et alors un mot quand même de la réunion de la BCE la semaine prochaine. Le fait déjà que Christine Lagarde ait envoyé Isabelle Schnabel à Jackson Hole, c'est pas neutre. Ça montre quand même quel choix politique elle a peut-être envie de faire la semaine prochaine. Et le cas des 75 points de base, je dis pas que c'est écrit, mais en tout cas, il se pose avec des arguments qui commencent à s'accumuler, le dernier d'entre eux étant le print d'inflation qu'on a eu pour le mois d'août. Bien sûr, effectivement, l'inflation qui atteint des niveaux records en zone euro, même si c'est un peu plus bas en France, Oui. c'est très élevé aussi en Italie. Les 75 points, bon, on n'est pas, on joue pas au loto ici, mais c'est vrai que la balance semble plus maintenant en faveur de ces 75 points parce que finalement, quitte à monter les taux, quitte à faire mal, autant le faire vite et rapidement et fort. Et donc l'approche d'une récession devient même Les Hawks arrivent à tourner l'argument en leur sens en disant si la récession approche, il vaut mieux faire le maximum tout de suite. Je pense, oui, on est à 0, hein, donc il y a quand même de la marge avant d'aller à 1,50. On parlait de terminal rate aux États-Unis. Est-ce que c'est 3,5 ? Est-ce que c'est 4 ? C'est quoi le terminal rate en Europe ? C'est quoi la croissance potentielle en Europe ? C'est quoi non, mais je veux dire, je reviens à ce qu'on a appris aussi à un moment. Je vois bien que l'inflation est à 9, mais est-ce que la croissance potentielle en Europe est très supérieure à 1 ou 1,5 ? Certainement pas, mais avec des taux à 0, en fait, on était dans un environnement même négatif, un environnement anormal. Donc une normalisation est possible, 75 points est possible. Il faut bien savoir aussi que l'euro, qui est extrêmement faible, est quand même un vrai problème. Je pense qu'un dollar fort arrange largement Powell. C'est vraiment pour moi une bonne nouvelle pour les États-Unis, ce dollar fort. Donc à un moment donné, ils ont intérêt à frapper vite et fort. Est-ce qu'ils font que 50 points en étant très au quiche ou ils font 75 points ? On le verra. Moi, je pense que 75 points est possible. Je pense qu'ils vont continuer cette normalisation. Et c'est dans ce contexte-là où le 2 ans allemand peut continuer à progresser, où les taux européens peuvent continuer à progresser, peut-être même davantage que les taux américains, qui, ça c'est très important, parenthèse technique, mais pour un investisseur européen, c'est pas du tout intéressant si vous protégez de la devise. Ouais. Puisque les taux américains hedgés en euros, c'est plus bas que le taux allemand. Donc le taux américain est intéressant pour les Américains, ou si vous voulez du dollar. Mais autrement, oui, on n'est pas obligé de se hedger. Il y en a qui vont sans se couvrir du risque de change. Et on en a vu un dollar. Bien sûr. Et ils ont bien fait. Et pour l'instant, ils ont bien fait. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que du côté des taux européens, ça peut continuer à progresser. Nonobstant, évidemment, le risque italien, qui va se rappeler. On y reviendra. Et on va sans doute revenir là-dessus, mais voilà. Mais pour le reste, ils sont en retard. Le point sur la devise est intéressant parce qu'effectivement, on a vu quand même quelques banquiers centraux européens s'inquiéter un peu. On a vu l'euro passer sous la parité parfaite avec le dollar. On n'a pas franchement cassé. Ça reste du 0,99 et quelques. 115 points de base avec une économie qui entre en récession. Est-ce que c'est un soutien pour la devise ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un catalyseur qui aggraverait la situation économique et qui ferait baisser encore plus l'euro ? Le principal aujourd'hui sujet des banques centrales, c'est l'inflation. Et c'est le principal mandat de la Banque centrale européenne. C'est de combattre l'inflation qui aujourd'hui est hors de contrôle. Je disais ça déjà il y a 3 mois ou 6 mois. Et on disait, oui, et elle reste hors de contrôle. Les effets second tour, il y a une diffusion, les effets second tour arrivent. Donc c'est son principal mandat. Et Jay Powell a rappelé, et les autres banquiers centraux, comme l'inflation peut être pénible et douloureuse pour les ménages. Donc c'est ça le mandat principal aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y aura sans doute des effets. Mais quant à la récession, pour l'instant, le fait est, c'est que les chiffres sont pas si clairs que ça d'un point de vue croissance. C'est pas aussi clair que ça, la récession, pour l'instant. Donc c'est vrai qu'il y a énormément... En Europe ou aux États-Unis ? Les deux ? En Europe, pour l'instant, je trouve que c'est pas aussi évident que ça. Et que font les gouvernements d'un point de vue budgétaire pour compenser la hausse des prix d'énergie ? C'est assez délicat. Je pense qu'en même temps, si elle le fait pas maintenant, quand est-ce qu'elle le fera, si vous voulez ? Ça sera sans doute encore plus compliqué cet hiver. Donc non, je pense qu'ici, elle est à la bourre, en fait. Excusez-moi. Elle est complètement en retard. Elle est behind the curve. Elle doit rattraper son retard. Et la baisse de l'euro est quelque chose de très... quand même problématique sur les anticipations d'inflation à long terme, sur sa crédibilité. Elle doit le faire. Et après, elle devra gérer les conséquences, comme d'habitude. Le marché anticipe que la BCE ne s'arrêtera pas à plus 0,75 de taux directeur. Elle continuera. Oui, ça... Oui. Je pense que les 1,50 sont tout à fait possibles comme taux directeur pour la Banque centrale européenne. Voilà. Oui. C'est tout à fait envisageable. Après, il y a la grande question du bilan, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est technique, mais il y a le bilan de la Fed où il y a
un peu le point, qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur réduction du bilan, sachant qu'au mois d'août, les chiffres ont été un peu en deçà de ce qu'on pourrait anticiper sur la réduction des bilans. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, là, c'est le flou artistique complet. Certains parlent même du réduction du bilan, alors comme vous le suggériez il n'y a pas longtemps, ils achetaient. Et puis, ils ont mis un nouveau mécanisme. Donc, pour l'instant, c'est assez flou. Oui. Si les hawks ont encore la main demain, oui, la réduction du bilan de la BCE deviendra le prochain sujet sur la table. Nathalie, votre été. Non, mais alors parlons peut-être un peu du marché action aussi. Pas immune du marché obligataire. Non, mais voilà, mais les marchés actions sont guidés en grande partie par les mouvements des marchés obligataires. Mais c'est vrai que sur les actions, jusqu'à mi-août, c'était un été parfait. Et puis depuis 3 semaines, là aussi, la parenthèse se referme de manière un peu brutale. Moi, je peux revenir parce que je trouve que c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se focaliser sur pourquoi ça baisse autant, alors que la vraie question, c'est pourquoi ça fait autant monter au mois de juillet. 6 semaines on ne se pose jamais les questions. Quand les marchés montent, on la pose. On prend. Si. En fait, ouais. mais dans les faits, et donc je suis entièrement d'accord avec ça, il y avait un engouement, un effet en fait de phénomène de hausse en ampleur qui était pas vraiment justifié, même sur les marchés actions, même sur des thématiques qui avaient beaucoup souffert. Il y avait un seul facteur, un vrai facteur de soutien, parce qu'il y a les vrais et puis il y a les fakes. Et les fakes, c'est l'anticipation, attention, l'espoir qu'on rentre en session, donc il y a un pivot, donc... alors qu'il y avait quand même un vrai soutien en termes de publication de résultats. On a eu 7 saisons de publication de TAC qui, globalement, ont été assez, de façon générale, on a plus eu de bonnes surprises que de catastrophes. Pourquoi, encore une fois? Parce que les effets aussi vicieux des dommages collatéraux de ce qui se passe, ça n'attaque pas le carnet de commande, ça n'attaque pas la top line, ça va attaquer plus les marges et c'est un peu plus long à venir. Donc les craintes, on commence à les voir maintenant. Une fois que les publications sont passées, on passe aux suivantes. Et là, c'est beaucoup moins rigolo. Parce que, honnêtement, quels vont être les moteurs encore de soutien de marge d'entreprise sur le T3 et encore plus sur le T4. On a révisé à la hausse en Europe, après les publications de mais ça, de toutes les manières, globalement... et y compris sur 2023. Moins aux États-Unis, mais en Europe, c'est quand même le mouvement que j'ai vu en matière de révision des analystes sur les perspectives bénéficiaires. Parce qu'il y a toujours un peu ce jeu dans les marchés actions qui est que on ne sait jamais de l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui tire? Est-ce que c'est l'extension des multiples, la réduction des multiples, ou bien l'extension, la réduction des prévisions de croissance des EPS? Et comme les marchés avaient beaucoup aussi monté et que ça faisait du bien au marché aussi de monter, qu'il faut alimenter cette spirale. Il y a une partie des révisions EPS qui sont une alimentation aussi d'optimisme pour justifier le fait de dire bah oui, est-ce qu'on n'est pas prêt à payer un peu plus cher? Et donc pour être prêt à payer un peu plus cher sans inflater les multiples, il faut augmenter. Réviser les bénéfices à la hausse. Exactement. De la même façon que quand on rentre dans un scénario. Mais il y a un effet reflet hein, quand on est dans un scénario totalement risk-off, où on voit tout ce qui est noir, les EPS sont revus en baisse, donc il y a un peu un équilibre. Après, quand on regarde, on en discutait juste en amont, la problématique qu'on a aujourd'hui sur les marchés actions, c'est qu'on n'a pas les mêmes repères que les marchés obligataires, parce qu'on n'a rien de lien mathématique par rapport au niveau de taux d'intérêt. Il y a un aspect psychologique aussi très important sur les marchés actions. Et on a besoin, je vous dis toujours, de visibilité. Qu'on paye sur les marchés sont prêts à monter et montent durablement quand la visibilité est là. Même si la visibilité n'était pas bonne, c'est pas grave, on sait ce qu'il y a. Oui, même dans un environnement compliqué, médiocre, volatile. Si on a un peu de visibilité, ça permet de construire des choses. Ou bien au moins une échéance. Et là, en fait, le marché n'a ni repère historique, parce que globalement, tout ce qui s'est passé dans le passé, on n'avait pas exactement la même conjoncture qu'aujourd'hui, c'était pas les mêmes pays, c'était pas les mêmes devises, c'était pas les mêmes rapports géopolitiques. On n'a pas de visibilité sur les échéances de quand est-ce que seront terminés ces problèmes. Le gros étant en Europe, le conflit en Ukraine. Et ça, on ne sait pas si c'est plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, la durée de cette pression sur les prix matières premières agricoles, on ne sait pas quand est-ce que ça se terminera. Les problématiques climatiques qui ont rajouté, encore une fois, parce que de la sécheresse, les problèmes donc de dichotomie entre l'offre et la demande, ça aussi, ça a impacté l'inflation sur les prix. Donc ça, on ne sait pas quand est-ce que ça... L'effet Chine, parce que la Chine, est-ce que la politique zéro Covid, est-ce que ça va continuer ou pas? Et si ça continue, et s'il referme tout, c'est encore un moteur de croissance de moins. Donc en fait, il y a beaucoup de questions. La situation politique, géopolitique en Italie aussi, c'est d'autres éléments. Donc il y a beaucoup de facteurs d'incertitude.
et sur lesquels on n'a pas d'échéance sur quand est-ce qu'on aura la réponse. Au moins, quand on attend que la condition des banques centrales, on sait la date de la réunion, on sait quand est-ce qu'elles vont annoncer. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, ce tableau, c'est pas pour nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Et c'est logique que quand il y a des zones d'ombre, encore plus avec un contexte de hausse des taux et donc de dégonflement des valos, que les marchés actions soient beaucoup plus difficiles, ou en tout cas sur lesquels c'est pas du momentum qu'il faut acheter. C'est-à-dire que c'est vraiment encore et toujours ces pans de la cote qui sont assez immunes à la conjoncture. Alors qu'est-ce qui est immune à la conjoncture? Tout ce qui a de la visibilité, de la croissance de marque, une capacité à distribuer des dividendes, donc des grosses et belles valeurs. On voit la grosse différence entre tous secteurs confondus, entre des mid-cap ou des big, qui ont des gros bilans, qui ont des capacités de financer, qui peuvent en fait manœuvrer. Traverser des périodes compliquées, de vache maigre. Et on est prêt à payer une prime à cette visibilité. Et donc aujourd'hui, payer 30 fois une valeur, il y a 6 mois, on a dit c'est beaucoup trop cher. Mais si elle a une croissance, qui fait qu'il y a cette visibilité, le marché est prêt à la payer. Donc il y a un énorme écart qui va se créer en termes de valorisation entre des valeurs avec beaucoup de visibilité et celles un peu plus cycliques. Et ça, il faudra du temps pour que ce soit corrigé. Et on le voit dans les performances qu'on a eues récemment, qu'on posait des questions sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Il y a quand même des secteurs qui ont réussi en fait à résister sur le mois d'août. Et on a un peu de tout en fait dedans. Alors bien sûr, il y a l'énergie. Oui. Malgré le fait que dernièrement ça a baissé, mais ça a quand même coûté. Mais par exemple, tout ce qui est biotech, les biotech... Revenus du fond du trou, les biotech. Hein. Mais encore une fois, parce que dans ces biotech, il y a des grosses biotech rentables, comme vous savez, la tech rentable. Toute la thématique de la transition énergétique. Parce que là aussi, il y a eu des plans de voter, de soutien. Et donc là, il y a un et on aura peut-être plus encore demain. Exactement. Il y a un fondamental derrière qui fait que on peut se projeter. Les problématiques, et en plus les problématiques qu'on a en ce moment, vraiment plus en Europe sur les problématiques énergétiques, vont encore, comme vous dites, accentuer ces plans d'investissement sur ces secteurs-là. Donc, et en plus, dans cette transition énergétique, vous avez beaucoup de utilities, beaucoup d'heures sur lesquelles, justement, ce sont des valeurs de rendement, avec des dividendes. Donc, il faut être très patient sur les marchés actions, être très diversifié en termes d'exposition sectorielle. Il n'y a pas de secteur sur lequel il ne faut pas être. Ça, on n'est pas sur... Oui, on a vu, le luxe a repris 30-40% par exemple au cours du mois de juillet, par exemple, à Paris. Voilà, ce n'était pas des valeurs qu'il fallait avoir sur les 6 premiers mois de l'année. Non, mais par contre, ça répond vraiment à ce côté résilience, capacité, des marges très importantes et une capacité à pouvoir avoir un retour sur capital investi, en fait, qui est important. Donc la diversification sectorielle, elle reste de mise, mais privilégiée encore aujourd'hui pour les prochains mois, des plus grandes valeurs avec des taux de rentabilité assez élevés. Qualité. Je reviens aux enjeux du mois de septembre. Il commence demain. Et alors, ce qui change au 1er septembre, ça va être par exemple le rythme de réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine, Franck. On a commencé le QT, Quantitative Tightening, à un rythme modéré. Et là, on va passer en full speed, en pleine puissance, à partir de demain. A-t-on idée de ce que ça implique pour les marchés, pour les investisseurs et peut-être pour la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine le 21 septembre en matière de hausse de taux d'intérêt? Oui, tout à fait. C'est à peu près 95 milliards de dollars par mois de réduction du bilan. Donc c'est énorme en fait. Je pense que historiquement, on n'a jamais vu un tel rythme. Sur 9 trillions de dollars de bilan aujourd'hui, c'est ça? Quasiment 9 000 milliards 9 000 milliards, je dirais, ouais, peut-être un petit peu moins que ça. Un peu moins. Bon, peut-être. Oui, okay. J'ai plus le chiffre exactement en tête. Bon, mais non, c'est parfaitement anticipé. Enfin, c'est pas une surprise. Ça a été annoncé. Là, la forward guidance quand même est plutôt claire. Dieu merci. Donc, la Fed ne prend pas les marchés par surprise. Mais oui, ça va participer effectivement à avoir donc moins de présence d'une banque centrale sur les marchés. Donc, c'est un nouvel environnement par rapport à tout ce qu'on a pu connaître depuis la crise de 2008, pratiquement en fait. On a eu des quantitatives easing à répétition.
Donc un nouvel rendement qui plaide effectivement pour des taux plus hauts. Y compris des taux longs. Le 10 ans américain, on peut le revoir à 3,50 et plus avec ce phénomène mais de 3,50, réduction. on l'a eu il n'y a pas si longtemps. Oui, je sais, on je sais. l'a touché, après on l'a vite perdu, mais ce serait assez logique, oui. Et tout ça dépend évidemment du taux terminal de la Fed et surtout combien de temps la Fed va laisser ses taux hauts. Et là, c'est assez intéressant en fait, la communication qu'on a quand même depuis Jackson Hole, des différents membres de la Fed qui s'expriment. C'est que la Fed voudra avoir des preuves que l'inflation est réellement sur une trajectoire descendante. Donc c'est pas un chiffre, c'est pas deux chiffres, ni même 3 chiffres qui vont faire une tendance. Je crois qu'il faut gagner en patience en fait. Il va falloir être patient pour ça et c'est aujourd'hui le message délivré par la Fed. Donc voir une correction à la hausse des taux longs par rapport même au niveau actuel, c'est pas absurde. C'est pas absurde. Mais sans doute beaucoup plus en zone euro, je partage tout à fait votre opinion, qu'aux États-Unis. C'est vraiment, oui, effectivement, le miroir de ce qu'on a connu dans la phase de grande modération ou de stagnation séculaire, où les banques centrales étaient au maximum de leur accommodation, en tout cas tel que l'environnement le permettait à chaque fois. Et là, elles seront plutôt du côté de la borne haute, c'est-à-dire au maximum de leurs restrictions ou de leur dureté en matière de politique monétaire, là aussi en fonction d'un environnement et d'un monde qui change très vite dans les marchés. Je pense que ça va au-delà. Enfin, je pense qu'on change totalement de paradigme. On était dans une fiscal dominance. Grosso modo, la politique budgétaire était là, en soutien de l'économie, avec des moyens pratiquement infinis, parce que les banques centrales mettaient les taux à zéro et achetaient la dette publique. Le message des banques centrales, c'est que ça, c'est terminé. Ça a beaucoup d'impact pour la politique budgétaire, et notamment pour le niveau d'équilibre des taux longs. Donc oui, on va rentrer dans une nouvelle phase de marché absolument différente de ce qu'on a pu connaître sur les années précédentes. Et donc la politique budgétaire en Europe, accommodante telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas soutenable. Elle devra être contrainte. Elle devra se régler sur des critères de discipline budgétaire qu'elle avait totalement abandonnés sur les dernières années. Vos commentaires, Nicolas, alors sur la question de la réduction du bilan de la Fed notamment, est-ce que c'est un enjeu majeur là, pour le marché de voir un peu comment les choses vont être absorbées? Et puis la question italienne, allons-y, dans quelle mesure ça détermine aujourd'hui l'ambiance qu'on vit sur les marchés européens? Il m'arrive d'être contrariant, mais là je suis d'accord avec votre invité. Ça arrive. Voilà, je suis d'accord. J'insisterai juste sur le fait que bon, en effet, moi je crois que la correction obligataire, je suis plus inquiet sur les obligations européennes et sur les obligations américaines. Il faut voir, parce que finalement, malgré tout, et malgré ce que j'ai dit sur le fait que hedger, ça coûte cher et que la Fed vend, j'ai regardé les investisseurs internationaux, ils ont acheté massivement les obligations américaines. Le dollar, il s'est apprécié parce que les gens ont acheté des actifs en dollars. Ils ont acheté quoi? Ils ont acheté des bons d'État. Même si les Chinois vendent des bons d'État américains, eh bien les investisseurs internationaux, mille de rien, eh bien, ils aiment bien quand même l'économie américaine, qui est autosuffisante d'un point de vue énergétique et qui reste quand même une des plus grandes puissances du monde. Et le dollar reste quand même leur refuge, le safe haven. Du coup, je pense qu'à 3,50, les investisseurs reviennent sur les obligations américaines. Mais le quantitative tightening pose plus une question, selon moi aussi, sur les autres marchés obligataires. Le marché des mortgages, le marché du crédit américain, qui là a quand même de la place. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des grosses émissions primaires qui reviennent, les émetteurs, il y a eu très peu d'émissions primaires cette année. Donc les émetteurs, les entreprises privées doivent se réendetter. Et là, elles se réendettent pour certains à des taux extrêmement élevés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça dépend des entreprises. Donc là, ça peut faire mal. Pour être prêt à payer ce prix-là, c'est que oui, effectivement, on a vraiment besoin d'y aller pour se refinancer. Et ce quantitative tightening, quelque part, ça pose quand même une question par rapport à cette classe d'actifs risqués, par rapport à ces obligations d'entreprise. Du côté européen, en effet, je rejoins ce qui était dit sur l'aspect budgétaire, qui est un sujet. La discipline budgétaire, est-ce qu'il faut revenir à discipline budgétaire parce que les taux montent? La raison le dit, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que les faits suivront? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas du tout ce qu'on voit pour l'instant. Comme la hausse des taux n'aura pas d'impact sur les livraisons de gaz ou d'énergie dont on a besoin, pourquoi est-ce que les États arrêteraient d'accommoder cette facture? Les banques centrales, elles ont le mandat de gérer l'inflation, comme je l'ai dit, peu importe le risque de récession. Mais après, il y a le coût politique de laisser ou pas courir cette inflation. Pour l'instant, ce qu'on voit en Europe, c'est beaucoup de mesures qui visent à compenser avec de l'argent encore magique.
Et demain, sur l'Italie, je ne sais pas, mais s'il y a un gouvernement populiste qui vise à baisser les impôts, enfin, quand on voit ce qui se passe les promesses anglaises ou les promesses italiennes, ce ne sont pas des promesses de resserrement budgétaire. Alors peut-être que dans la réalité, ils feront l'inverse de ce qu'ils disent. Ouais. Ça sera pas les premiers. Mais le ton n'est pas un ton, pour l'instant, de resserrement. À part notre président qui dit qu'il faut peut-être, je ne sais plus ce qu'il a dit, la fin de l'abondance et être sérieux. Mais pour l'instant, cette question budgétaire, pour moi, elle est en suspens. Et je pense que les populations ne sont pas forcément prêtes à un resserrement budgétaire. Non. Donc l'équation est complexe en zone euro. Et je pense que dans ce contexte-là, ça plaide pour des taux plus élevés en Europe. Et concernant l'Italie, ça plaide certainement pour des taux italiens plus élevés. D'accord. Avec un risque de gouvernement un peu plus populiste. Et puis se posera quand même la question, avec ces nouveaux gouvernements en place, est-ce que la solidarité européenne tiendra face à un gaz et un prix d'électricité qui dérape? Est-ce que ces nouveaux gouvernements seront aussi solidaires que ne fut Mario Draghi avec le reste des dirigeants européens? C'est à voir. Intéressant de voir d'ailleurs que là aussi, on a une forme de miroir par rapport à la crise souveraine en Europe. Aujourd'hui, c'est des États comme l'Espagne ou le Portugal qui n'ont pas de problème énergétique, qui sont très loin en tout cas du problème du gaz russe, tel que l'Allemagne, l'Autriche ou des États de l'Est nordiques peuvent le connaître. Bien sûr. Après aussi, l'Europe peut venir avec un plan global. D'ailleurs, ils y travaillent. Et voilà, peut-être qu'elle peut nous surprendre comme l'Europe a surpris au temps du Covid. Comment vous traitez la dette italienne chez Allianz aujourd'hui, Franck ? On est sous-investi, ouais. Très très largement en fait sous-investi. Depuis des mois déjà. Hein. Donc là, il n'y a rien de vraiment neuf. Mais le TPI, l'instrument de protection dévoilé par la BCE fin juillet, c'est pas quelque chose qui vous a donné un signal non, pas suffisant non, parce que les marchés adorent tester de toute façon. Donc on va tester d'ailleurs le seuil de douleur de la BCE, à partir de quel niveau sur les taux relatifs la BCE va intervenir. Donc ça, c'est une inconnue. Mais en termes quand même de garde-fou par rapport à une politique qui serait totalement débridée du côté italien, il faut garder en tête tout de même que l'Italie est le principal bénéficiaire net du plan de soutien donc de l'Union européenne, que ce plan de soutien est conditionnel. Donc ce n'est pas un free lunch. On ne va pas déverser des centaines de milliards d'euros dans l'économie italienne à fond perdu. C'est fait pour financer réellement des investissements structurels, enfin, qui ont pour but de rehausser le potentiel de croissance de l'économie italienne. Donc la marge de manœuvre, finalement, pour ce gouvernement populiste, elle est relativement réduite. Alors tout ça, c'est de la politique, de toute façon, c'est de l'affichage. Il va y avoir sans doute de la volatilité autour de la dette italienne, mais fondamentalement, je dirais qu'on a quand même là un mécanisme de soutien implicite à la raison en Italie qui fait que je ne serais pas si négatif que ça. Ouais, mais à voir. Mais à part ça, on n'a pas envie de payer pour voir. Donc aujourd'hui, on est short et on va voir comment ça se passe. Ouais. Bon, en matière de stratégie, alors on l'a déjà un peu évoqué avec vous, Nathalie, mais reprenons effectivement, donc diversification, qualité, là c'est le maître mot qui guide des stratégies, actions notamment pour vous. Et puis dans le choix des... parce que dans l'activité de multigestion, donc sur lequel on essaye des fonds, il y a aussi une partie sur des produits plus équilibrés sur lequel, bien sûr, des stratégies autres que actions ont leur place. Et c'est vrai qu'on a eu jusqu'à il y a un an et demi, tendance à avoir des stratégies vraiment très pures, c'est-à-dire on était ou sur du mi-2020, on en a remis un peu le paquet sur ou du pur high yield, ou même de l'investment grade, puisqu'en fait, on avait récupéré du rendement partout. En fait, là-dessus. Et donc, on jouait plus la géographie. Depuis maintenant un an, on est, notamment depuis le début de l'année, on est beaucoup plus sur des stratégies justement obligataires très flexibles, qui ont la capacité à se mettre en sensibilité négative, qui ont la capacité... Il faut tactique parce que, on le voit bien aujourd'hui, c'est quand même très, très délicat d'œuvrer sur du court terme, sur les marchés obligataires, alors que justement le marché obligataire, à la base, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus long, en fait. Et donc, on aime bien les stratégies sur lesquelles la gestion est basée sur un scénario macro et de taux, mais qui permet un peu de tout jouer en termes de notation, d'échéance. Il faut être opportuniste. Exactement, parce que en fait, on voit ce qui s'est passé récemment, c'est quand même
les mouvements sont ultra violents. Parce qu'on est presque habitué sur des marchés actions à avoir du plus 15, moins 15, et sur des marchés obligataires, sur du Govies, quoi. En plus, on n'est pas en train de parler de variation sur du corporate à yield ou sur... Sur certaines mesures, on voit une volatilité plus importante sur les marchés obligataires que sur les marchés actions. En tout cas, sur certaines séquences et certaines phases de marché, la vraie volatilité, elle est sur les bonds et les obligations. Avec en plus quelque chose qui s'était passé en début d'année. Alors moi, je l'avais plus découvert, évidemment, j'ai un obligataire, ils l'ont pas du tout découvert, mais qui était que quand on avait vu ce marasme qu'il y avait eu sur l'investment grade, non, en fait, l'investment avait quasiment plus baissé. Oui. Il y avait le poids des émetteurs russes aussi qui avaient été dégradés. Tu sais, et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'investment, il y avait la duration, et donc en fait, on jetait tout avec le bien. Donc tout ce qui était long, c'était pas bon, même si c'était des qualités d'émetteurs top. Et si vous étiez court, mais de pas bonne qualité, c'était pas bon non plus. Donc en fait, c'était lose-lose dans tous les côtés. D'où le besoin d'avoir des stratégies sur lesquelles il y a cette flexibilité et cette capacité à pouvoir adapter les scénarios assez rapidement. Et donc ça, ces stratégies-là, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'elles ont une place à avoir dans une poche un peu pour décorréler un peu des marchés actions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on fait de l'obligataire, en tout cas pour un gérant, pour un consultant de portefeuille, l'obligataire, il n'est pas là pour faire un peu moins ou un peu mieux que l'action. Il est là pour avoir normalement une performance un peu décorrélée. Or, depuis des années, avec ces QE, on avait une corrélation du mouvement de tous les actifs. On a oublié, en fait, que c'est pas normal, ça. Que cette situation n'est pas normale. Les marchés obligataires, on a d'autres drivers que les marchés actions. Et on va peut-être retrouver ça, peut-être sur notre positif. Peut-être retrouver... très compliqué, effectivement. On a toujours une corrélation très serrée, et on le voit d'ailleurs, là encore depuis 2-3 semaines, correction du marché obligataire et correction des marchés actions. Alors, il y a la logique qui est par rapport à la hausse des taux. Et donc, aux taux et des CF sur les actions. Et donc, en fait, les taux montent, donc ma valorisation... Donc, il y a cette corrélation-là, mais au final, on voit que c'est pas que ça, parce que des valeurs qui se payent cher et qui pourraient être pénalisées par la hausse des taux, elles sont bien comportées parce qu'elles ont cette visibilité. Est-ce que l'obligataire protège dans une récession ? Si c'est la récession la plus attendue de l'histoire, elle finira bien par arriver. Alors après, la question, c'est quelle ampleur, quelle durée ? Est-ce que c'est sévère, modéré, etc. Mais ça vaut le coup d'être quand même positif sur de l'obligataire souverain ou sans risque ? Ou est-ce que si les banques centrales continuent de monter les taux, même en période de récession, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver un peu démunis, y compris sur le compartiment obligataire ? Alors, en juillet, nous, on était devenus plus positifs. Là, après le message, la discussion qu'on a, c'est pas le moment. En revanche, d'ici la fin de l'année, moi, je crois qu'il y aura un moment pour devenir positif. D'accord. Et le jour où il faudra mettre son argent quelque part, eh bien, oui, moi, par exemple, investir sur des obligations d'État américaines, je trouve ça intéressant. Parce que malgré tout, où est-ce que vous voulez mettre votre argent ? Sur du crédit, sur des actions, sur de l'immobilier ? Je pense qu'en effet, si vous avez un taux américain et si vous avez du 3,5% sur différentes maturités, ça va devenir intéressant, 3,5%, peut-être 4%, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça restera, ça constituera plutôt un point intéressant d'achat. Après, il faut voir comment on gère le risque de devise. Et il y a toute une série d'obligations qui offrent aujourd'hui des points d'entrée intéressants. Je pense aussi aux obligations émergentes dont on ne parle pas souvent, mais notamment, par exemple, aux voisins, aux membres de l'Union européenne qui sont voisins de l'Ukraine et qui offrent aujourd'hui, pour beaucoup de certains de ces pays, des taux de rendement assez attractifs et qui sont intéressants. Donc, moi, je dirais qu'au cours des dernières années, les taux étaient bas et on nous disait souvent, mais il n'y a plus rien à faire sur l'obligataire, il faut investir sur les actions. Et je pense que là, les gens vont digérer ça lentement. Et le jour où il faudra revenir, je pense que ça sera en fait un champ fleuri d'opportunités pour le gérant obligataire. Parce donc c'est la rotation à l'inverse. On sortira des actions pour revenir sur l'obligataire. Il y a eu des sorties massives sur l'obligataire en début d'année. Je pense que les gens vont revenir sur l'obligataire. J'en suis convaincu. Parce que vous allez avoir des rendements qui sont intéressants. Et quand il y a beaucoup qui est anticipé, malgré tout, je veux dire, pendant des mois, des années, on a vécu avec des taux, on était à 0, 0,25, 0,50. Si vous avez des obligations qui vous donnent du 6, 7, 8%, ça vous intéresse pas ? Ça peut. Ça peut. Voilà. Alors on fait marcher. Non, mais j'entends bien. Donc je pense que ça va. Voilà. Après, est-ce que en effet, il faut que l'inflation se calme. Et vous avez raison. Il faudra attendre plusieurs chiffres. Et l'inflation n'est pas encore prête de se calmer. Mais simplement, le jour où l'inflation se calme, tous les autres problèmes sont encore là, que vous avez décrits. Tous les autres problèmes, sur la croissance, sur l'énergie, sur la guerre en Ukraine.
tous ces problèmes sont encore là et vont peser sur beaucoup de classes d'actifs. En revanche, le jour où il n'y a plus d'inflation, les Pour obligations l'obligataire, d'État, c'est autoroute. c'est une opportunité. Il y aura ce phénomène-là de grand complètement d'accord. rebalancement. Complètement d'accord. Oui, tu parles. On plaide un peu pour notre classe Tu d'actifs. parles. là. On n'a pas eu franchement l'occasion de le faire ces dernières années. Non. Donc, Non, on Non, parlait mais- de la grande rotation à l'envers. Non, mais c'est le Répression grand retour financière d'obligataire. oblige, sortir Mais oui. des obligations, la fin du fonds euro, terminé, Non, mais lâcher c'est- tout. C'est le grand retour de à fond l'obligataire. sur les hein, UC, c'est- etc. C'est évident. Mais là encore, il va falloir doser ça. Mais c'est une séquence qu'il va falloir Oui, adopter. j'entends. Il ne faut surtout pas aller sur les marchés qui ont le plus corrigé. hein. Je vous déconseille d'aller aujourd'hui sur le high yield asiatique. C'est à peu près moins 20% de performance depuis le début de l'année. Quand on voit le marasme du secteur immobilier Ouais, en Chine, loin qui d'être terminé. représente plus de 50% de l'univers high yield, faut éviter. C'est pas terminé. Mais s'intéresser aux emprunts d'État, oui, bien sûr, aux emprunts d'État américains en priorité, parce que c'est là où la correction a été faite, peu ou prou. Donc il y a encore quelques dizaines de points de base pour souffrir un peu, pour se poser des questions. Mais pour un investisseur de long terme, on est pratiquement déjà J'entends. sur des niveaux d'entrée. Sur les taux européens, hélas, là, la correction est moins enclenchée, mais il y a encore de la marge. Sur le crédit, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient, parce que le crédit est très très corrélé à la volatilité. Moi, je suis quand même assez surpris par les niveaux bas de volatilité qu'on a, notamment sur les actions aujourd'hui. Je trouve pas ça très sain. Donc je pense que là, on a plutôt quelques mauvaises surprises encore à venir sur un classe d'actifs, mais il faudra être opportuniste, et notamment le marché du high yield a quand même restauré une hiérarchie des rendements qui est attractive aujourd'hui. Donc c'est une affaire de patience, encore une fois, mais revenir sur l'obligataire via les emprunts d'État, c'est plutôt malin, quoi. J'aime bien l'idée. Le timing est toujours important, mais difficile. Mais l'idée d'une séquence à respecter, effectivement, il faut garder ça en tête. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les Merci invités de beaucoup. Planète Marché ce soir. Franck Dixmier, Allianz Global Investors, Nicolas Forest, Candriam et Nathalie Pelleras, 4 Points IM étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du segment Mid et Small en Europe et en France notamment, avec les spécialistes de Ports-en-Par. Et le directeur général adjoint de Ports-en-Par est avec nous par téléphone, Vincent Le San. Bonsoir Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir. Alors, il y a les dynamiques de marché, les performances boursières, les résultats de ces entreprises, ce segment des mid et small qui est le domaine d'expertise historique de Ports-en-Par. Mais je voulais qu'on regarde le segment à travers le pipeline d'opérations éventuelles à venir, d'opérations primaires, comme on dit, sur capital, introduction en bourse, augmentation de capital, voire des opérations de fusion-acquisition et de M&A. Vincent, de votre poste d'observation, là, en cette période de rentrée, qu'est-ce que vous pouvez constater du côté du marché primaire, comme on dit ? Ok, alors effectivement, sur ce marché primaire, 2022, ça a été... et ce sera probablement une année de recul par rapport à une année 2021 qui avait été particulièrement dynamique. Je rappellerai juste que sur 2021, il y avait eu près de 40 IPO, là où on était plutôt sur des rythmes de 10 IPO par an les années qui précédaient. Donc on avait vraiment eu une forte dynamique à la sortie du Covid. Donc cette année, clairement, on rebaisse. On a à ce stade sur le marché réalisé collectivement l'ensemble des banques un peu plus d'une dizaine d'opérations et au regard du pipe qu'on peut avoir et la visibilité qu'on a sur nos pipes sur le reste de l'année, on sera en recul à la fois en montant levé, donc pas de très grosses opérations identifiées à ce stade et en revanche si on fait un focus sur les mid and small, ce qu'on peut dire c'est que il y a une classe en fait, un segment qui reste en fait un segment attractif, c'est celui qui est lié à la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on regarde, nous-mêmes, on a fait 4 IPO sur le premier semestre, donc on est resté vraiment présent dans ce marché. Sur les 4, 3 qui sont liés à la transition énergétique, notamment aux énergies nouvelles. La plus grosse opération, c'est Life, donc producteur d'hydrogène indépendant, vert, et pour lequel on a levé plus de 130 millions d'euros. Donc on voit qu'en fait, dans un marché qui se contracte sur les IPO et sur le primaire, la transition énergétique, en fait, elle reste
des opérations qui restent attractives parce que quand les sous-jacents ils sont la volonté d'accélérer sur le mix énergétique qui est renforcée par la forte hausse des prix des matières premières, du pétrole, du gaz. Donc tout ceci en fait est un formidable accélérateur, un renvoi pour les investisseurs de dire il est temps, il faut accélérer. Et donc c'est quelque part des messages qui nous permettent de placer en fait le papier, et ce sera encore le cas sur les 6 prochains mois. On a un mandat en fait à délivrer sur là aussi sur la transition énergétique, sur le reclassement et le retraitement des plastiques. Et dès 2023, ça sera également. On commence déjà à travailler pour 2023. C'est aussi sur cette thématique qu'on travaille. Ouais, ça veut dire qu'il y a quand même, pour une thématique de long terme, avec de l'appétit des investisseurs, la transition énergétique, vous dites là, il y a une fenêtre de tir qui est presque, structurelle, j'en sais rien, les conditions de marché sont variables, effectivement, mais vous dites, pour ce segment-là, il n'y a pas de raison que l'appétit diminue. Oui, parce qu'en fait, on est soutenu par quelque part les seuls investisseurs qui aujourd'hui continuent à collecter, parce que sinon, globalement, quand on regarde ce segment de la cote, c'est un segment qui ne collecte pas depuis maintenant près de 3 ans en masse. Mais effectivement, ceux qui collectent, c'est des fonds qui sont spécialisés et qui ont même des fonds qui sont des fonds fermés pour certains d'entre eux, des fonds issus des assureurs, qui eux en fait ont une obligation entre guillemets de déployer un certain montant au cours des prochaines années. Donc elles restent en fait appétentes. Et quand on regarde en fait ces dossiers-là, en fait ces entreprises-là, c'est des sociétés qui sont valorisées de manière différente. C'est des sociétés qui ne gagnent pas d'argent. C'est des sociétés sur lesquelles il y a des levées, il y a des besoins de capex importants. On parle de l'hydrogène, c'est tout de suite en fait des constructions d'usines et des constructions de gigafactories. C'est tout de suite en fait des capex importants avec des retours sur investissement. Souvent, les guidances qui sont données, c'est 3 à 5 ans. Donc quelque part, en fait, elles se décorrèlent d'éventuelles analyses de PER et autres. Donc c'est ça qui fait aussi qu'elles passent, je dirais, dans des marchés qui peuvent être plus compliqués par ailleurs. Sur le plan des opérations sur capital, est-ce qu'il y a une nécessité d'augmentation de capital peut-être pour certaines entreprises ? Est-ce que c'est des opérations peut-être forcées ou contraintes qui peuvent avoir lieu dans les marchés actuels, Vincent ? Alors, effectivement, il y a toujours ce qu'on appelle des opérations de recovery. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt le flux naturel, je dirais. Donc, c'est des sociétés qui refont appel au marché, mais pas encore sous stress. Bien évidemment, il y a toujours des dossiers particuliers, mais il n'y a pas la question, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, à ce stade, et on ne le voit pas là dans les prochains mois, d'accélération d'ACA un peu rescue. Peut-être ça viendra sur 2023 si le contexte, la récession devient forte. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit en fait. On voit des levées de fonds. On voit aussi, et là c'est le pendant des IPO de l'année dernière, on voit ce qu'on appelle des reclassements sur des fins de lock-up. C'est-à-dire que sur une IPO, souvent en fait, on bloque les historiques. On les empêche entre guillemets de venir servir massivement le marché le temps d'installer le cours durant 6 à 12 mois. Et donc mécaniquement, vu le flot d'IPO qu'il y a eu l'année dernière, on a traité ce type d'opération. Donc c'est ça aussi le quotidien des opérations secondaires sur le marché. Et on en a effectivement inscrite là à la rentrée et d'ici la mi-novembre, qui marquera probablement, classiquement, la fermeture du marché des opérations primaires. Qu'est-ce qu'on peut dire des performances opérationnelles, alors à l'occasion notamment des publications qui ont eu lieu au cours de l'été, de résultats trimestriels et semestriels, y compris pour le segment des petites et moyennes capitalisations boursières. Certaines continuent d'ailleurs de publier. On est encore dans ce flux de publications. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison, comme on dit, Vincent ? Alors c'est vrai que cette saison a été particulièrement attendue. Nous, on avait fait une grosse conférence annuelle en toute fin juin, et c'est vrai qu'il y avait une attente particulière avec les questions, c'est de se dire est-ce que on va avoir, quel message vont délivrer les entreprises au-delà des semestriels qui vont publier. Est-ce que l'inflation, est déjà dans les guidances des sociétés. Nous, on a à ce stade-là plus d'une centaine de retours de publications d'ores et déjà réalisés sur cet univers mid and small. Et en fait, le message, c'est que il n'y a pas de modification majeure. Ça, en moyenne, ces semestriels-là, en fait, ne modifient pas. Nathalie Pelleras le disait tout à l'heure, en fait, sur votre plateau à l'instant. Là, il n'y a pas de modification majeure sur ce segment des valeurs moyennes
en termes d'attente de bénéfices, que ce soit 2022 et 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme il y a néanmoins dans cette tendance moyenne, il y a forcément toujours c'est la somme de différentes tendances. Alors, 60% d'entre eux sont stables. Il n'y a pas de modif, ils confirment à la fois 2022 et 2023, donc c'est quand même un peu la tendance. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui en revanche sont en baisse, et pour certains en baisse significative. Alors on va retrouver directement les sociétés qui sont liées à l'impact sur les taux, la remontée des taux, tout de suite les valeurs immobilières ou qui sont liées à la construction. On a vu des sociétés qui ont donné lieu à des révisions en baisse, je pense à des Kaufmann, des Riche cet été. Il y a bien évidemment toutes les valeurs qui sont liées à la conso, où là elles sont en première ligne. Des valeurs comme SEB, comme Damartex ont connu des révisions de BPA 2022-2023 à plus de 2 chiffres, assez significatives. Donc voilà, ça je dirais, c'est des valeurs qui sont d'ores et déjà qui ont d'ores et déjà été impactées. Et puis à l'inverse, il y a toujours, je dirais, c'est ce lot de valeurs, donc c'est une vingtaine de pourcents là aussi, de valeurs qui continuent à revoir en hausse en fait, où les analystes continuent à revoir en hausse les attentes de bénéfices 2022 et 2023. Donc c'est des valeurs qui sont liées à l'inflation, notamment toutes celles qui sont liées à l'énergie, des Morel et Prom, des GTT, des Pujula qui bénéficient notamment dans tout ce qui est vente de pellets, leur division qui est particulièrement dynamique, qui ont donné lieu à des révisions d'ores et déjà de la part des analystes à 2 chiffres. Et puis on voit également les valeurs qui continuent à bénéficier de la reprise post-Covid. Quand je regarde les publications des ESN, par exemple, dans le digital, on a l'impression que c'est des valeurs qui sont anti-crise. Des S2I, des Alten, c'est des révisions à 2 chiffres, là aussi, à la hausse, attendues par les analystes, ou des valeurs encore qu'on a un fort pricing power. Un Roche-Beaubois, plus 10% attendu en plus, en fait, à la suite des publications de cette année, de cet été, je veux dire. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire, en fait, les grands enseignements des publications semestrielles. Donc, une fois qu'on a dit ça, peu de modifications, ou en tout cas pas de modifications majeures des BPA sur ce segment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand dans un marché qui est en baisse, puisque là le CAC Mid Small il est en recul de 15% depuis le début de l'année, ça veut dire que mécaniquement on a des multiples qui deviennent marché moins cher. Voilà, 12 fois l'année, 10 fois l'année prochaine. On est clairement en dessous des multiples moyens sur ce marché. Ouais, c'est pas une question de valorisation, c'est une question de psychologie de marché, effectivement, aujourd'hui, Exactement. qui reste quand même relativement averse au risque et dans la classe action. Et c'est vrai que souvent, le segment des mid et small est toujours présenté comme étant plus risqué que la large cap ou la blue chip traditionnelle qui est un peu plus rassurante, peut-être, pour les investisseurs à ce stade. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Le San, qui était avec nous par téléphone pour cet éclairage sur le segment et la dynamique du marché primaire, notamment sur les mid et small, étant chez Portzamparc l'expertise principale, effectivement, l'accompagnement de ces petites et moyennes capitalisations boursières, y compris pour celles qui entrent en bourse et qui entreront en bourse demain. Vincent Le San, directeur général adjoint de Portzamparc, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.